en aval de Paris. C'est vrai pour certains secteurs de la Seine-Saint-Denis, notamment Aulnay-sous-Bois, avec la présence d'une très grosse usine Peugeot, mais globalement, c'est un facteur qui m'apparaît assez limité. Le facteur déterminant, c'est le logement, et notamment en Seine-Saint-Denis. Alors, plus particulièrement, c'est la mauvaise qualité du logement, des logements qui va jouer. La présence de logements anciens, inconfortables, voire insalubres, dans certains quartiers de Paris, la Goutte d'Or, le quartier de la Chapelle, dans la banlieue proche, Aubervilliers, ou de logements insalubres appartenant à ce qu'on appelle en France des marchands de sommeil, c'est-à-dire des gens qui louent fort cher des logements très délabrés à des immigrés clandestins. C'est notamment le cas dans le centre de Saint-Denis, où une grosse partie du logement délabré correspond à ce type de figure. Deuxième catégorie, les grandes copropriétés dégradées. Donc on n'est là pas dans du logement social, mais dans des copropriétés dont les lots, les appartements ont été rachetés au bout d'un certain temps par des ménages immigrés, souvent des familles nombreuses, et qui souvent ne trouvaient pas à se loger dans le logement social. Des petits bidonvilles, une troisième catégorie, qui se sont reconstitués. Alors les bidonvilles ont été un phénomène important jusqu'au début des années 70 dans la région parisienne. Ils ont été éradiqués et on assiste à leur reconstitution sur de petits formats, notamment par des immigrés roms de Roumanie et qui sont clandestins. Mais la forme la plus déterminante, c'est celle du logement social dégradé, et en particulier ce qu'on appelle les grands ensembles. C'est-à-dire des opérations de 500 à 1000, ou quelquefois 3000 ou 4000 logements sociaux, donc comptant quelquefois plusieurs dizaines de milliers d'habitants, qui ont été réalisés dans les années 50, 60 et au début des années 70, jusqu'à ce que la circulaire du ministre de l'Équipement, Olivier Guichard, en 1973, on interdise la construction. Alors, le phénomène frappant, c'est qu'une grande partie de ces grands ensembles ont été construits en Seine-Saint-Denis. Une quarantaine. Alors, cette carte, qui a été réalisée il y a bien longtemps pour la revue Hérodote, est reprise et améliorée récemment dans un numéro de l'automne 2008, donc signale par des cercles proportionnels à leur taille ces grands ensembles, sur deux départements de l'Est de Paris qui ont des caractéristiques assez proches, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Donc on voit qu'il y a une très forte concentration, et que cette concentration, j'y reviendrai, correspond très souvent à des communes de gauche et à des communes communistes. Ce qui est une coïncidence qui interpelle. Alors, ces grands ensembles, à partir des années 70 et de la crise économique générale, sont entrés dans une crise extrêmement grave, avec une paupérisation de la population et une dégradation physique accélérée. Et cela s'est traduit par un changement de population. À la fois, une partie des habitants originels sont partis, notamment pour accéder à la propriété, soit dans des appartements de meilleur standing, ou des cités HLM plus petites, soit dans des quartiers pavillonnaires. Et cette population a été remplacée par des ménages immigrés, à la situation financière et sociale, et notamment à l'intégration dans le marché du travail beaucoup plus précaire. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Il est totalement insuffisant. Et la question que je voudrais poser, à laquelle je voudrais essayer de répondre, c'est celle du rôle des politiques publiques. Alors, il me semble que le rôle des politiques publiques dans cette concentration spatiale des immigrés en Seine-Saint-Denis et dans certains secteurs de l'Île-de-France a été absolument majeur. Ce sont les services de l'État, et notamment du ministère de l'Équipement, qui ont décidé de la construction et de la localisation des grands ensembles. Ce sont les services de l'État qui ont décidé les grandes opérations de rénovation urbaine dans Paris, quartier Belleville, quartier de l'Italie, qui ont fait glisser une partie importante de la population immigrée vers ces quartiers. C'est la réforme des aides au logement qui a solvabilisé cette population immigrée. Ce sont les processus de gentrification, en partie initiés par des politiques publiques ou la construction de grands équipements prestigieux comme l'Opéra Bastille, qui ont initié et favorisé la réputation du parc de logement privé dans Paris. Cette situation est en partie le résultat de facteurs géopolitiques, c'est-à-dire qu'elle a répondu, qu'elle a coïncidé avec une volonté
des élus de droite des communes riches de l'Île-de-France de ne pas accueillir ce parc HLM. Et qu'inversement, du côté des mairies communistes et socialistes, mais principalement communistes, on a eu un accord pour accueillir ces grands ensembles. Parce que ces grands ensembles signifiaient des électeurs à l'époque. Aujourd'hui, la position des élus communistes a profondément changé par rapport à cette situation, simplement parce qu'il y a eu changement de population, et que la nouvelle population de ces grands ensembles n'est plus une population de travailleurs français, militants, électeurs, viviers de cadres et de militants pour le Parti communiste, donc rouage essentiel du système de contrôle politique du pouvoir, géopolitique du territoire, qui est ce qu'on appelle la banlieue rouge. Et donc il y a un changement d'attitude qui se traduit notamment dans la volonté d'une meilleure répartition du logement social à l'échelle de l'agglomération. Et je rappelle simplement que c'est un maire communiste devenu de banlieue, et de Seine-Saint-Denis, devenu ministre de l'Équipement, qui a fait adopter le dispositif de la loi SRU qui prévoit un quota de 20% de logements sociaux dans toutes les communes urbaines de l'Île-de-France. Alors, on me presse un petit peu de conclure, je reviendrai éventuellement dans la discussion sur certains points. Je voudrais conclure sur 2 points. La distinction et le choix méthodologique que faisait Frédéric Douzet tout à l'heure de parler de concentration spatiale et pas de ségrégation. Je pense qu'il est tout à fait justifié du point de vue méthodologique. Il permet d'appréhender dans sa complexité le phénomène. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la concentration choisie, même si ce n'est pas le phénomène dominant, mais il y a aussi de la concentration choisie. L'inconvénient de ce choix, c'est qu'il conduit à sous-estimer l'impact géopolitique et social et l'impact sur les populations dominant du phénomène. Et donc il faut prendre garde à ne pas glisser dans certains travers que, en France, les chercheurs sur ces questions ont assez souvent. Je rappellerai simplement que quand l'INSEE parle de ces phénomènes, elle ne parle même pas de concentration spatiale. Évidemment, elle ne parle pas de ségrégation sociale, encore moins de ségrégation ethnique ou raciale. Elle parle de spécialisation socio-spatiale du territoire ou de structuration socio-spatiale du territoire. Et ça, ce sont des euphémismes qu'il faut interroger, parce qu'ils font naître des représentations lénifiantes sur cette situation. Alors, la deuxième remarque, elle porte sur l'approche statistique. On voit qu'en France, on ne peut pas avoir le même genre de résultats pour le moment qu'on a en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Je pense que cette approche statistique, même si les travaux qui sont présentés sont extrêmement stimulants, extrêmement intéressants, et je dirais même brillants, c'est que on est conduit à négliger la dimension multifactorielle du phénomène de la concentration. Et il me semble extrêmement important d'intégrer dans cette analyse d'autres facteurs, et notamment des facteurs géopolitiques, c'est-à-dire les stratégies des acteurs, en particulier des acteurs publics, l'État, les élus, un certain nombre d'organismes, par exemple des organismes bailleurs de qui gèrent les logements sociaux, pour comprendre ce genre de phénomène. Sans ça, on va avoir, ce qui est en partie le cas, une description extrêmement précise, extrêmement brillante, convaincante de la localisation, du moins dans les cas anglo-saxons, parce qu'en France, on va s'arrêter assez vite, mais on n'ira pas au fondement, à la compréhension profonde, intime, des mécanismes et de leur interaction.